Ce dimanche matin, l'église était bondée, remplie de la chaleur habituelle des poignées de main, des hymnes et des alléluia. Mais quelque chose chez le pasteur Elias Monroe semblait bizarre. Sa cravate était de travers. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tournait les pages de sa Bible. Et lorsqu'il commença à prêcher, sa voix se brisa, non pas sous le coup de l'émotion, mais de la peur. Dehors, le ciel était couvert, pesant sur la petite ville de Caroline du Nord comme un secret prêt à éclater. À l'intérieur de l'église, tandis qu'Elias parlait de vérité et de salut, 2 agents en civil se glissèrent par la porte arrière. Ils n'avaient pas besoin d'indication, ils savaient exactement où aller. Le bureau derrière l'autel était modeste, à l'exception d'un lourd coffre en acier niché sous une étagère remplie de vieux livres de cantiques. Ils l'ouvrirent lentement, s'attendant à trouver des documents financiers. Ce qu'ils trouvèrent était bien plus accablant. Des polaroids, des reçus froissés, un téléphone brisé et une note manuscrite pliée dans un sac en plastique. 6 mots, griffonnés dans la panique. « Si je disparais ». Ce n'était pas un suicide. 3 semaines plus tard, un corps en décomposition refit surface près des rives du lac Cedarfield. Le pasteur bien-aimé de la ville n'était pas seulement en deuil. Il cachait quelque chose, et l'histoire qui se cachait derrière allait bouleverser toutes les convictions de l'Église. Avant de vous plonger dans cette histoire qui ébranlera votre foi en la vérité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous révélons des affaires que peu de gens ont le courage de raconter. Ne manquez pas le prochain secret. Rejoignez la communauté qui recherche la justice, une histoire vraie à la fois. Le pasteur Elias Monroe avait toujours su remplir une pièce, non pas avec du bruit, mais avec sa présence. À 47 ans, il se comportait avec une autorité tranquille qui attirait les gens. Ses sermons n'étaient ni bruyants ni théâtraux. Ils étaient calmes, réfléchis et profondément personnels. Les gens disaient qu'il avait le don de vous donner l'impression qu'il s'adressait uniquement à vous. Ce don avait fait de la New Bethel Baptist Church la congrégation qui avait connu la plus forte croissance dans la région au cours de la dernière décennie. Né et élevé à Greensboro, en Caroline du Nord, Elias était le fils d'un ouvrier d'usine et d'une enseignante du catéchisme. Il était le premier de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, grâce à une bourse qui lui avait permis de suivre des études théologiques. Au début de la trentaine, il avait épousé Ruth, son amour de lycée, et avait pris la direction de la New Bethel Baptist Church. Ensemble, ils avaient eu 2 enfants, tous 2 aujourd'hui à l'université. Vus de l'extérieur, les Monroe incarnaient la foi, la discipline et la grâce du Sud. Les journées d'Elias se déroulaient selon un rythme régulier. Prière matinale, réunion à l'église, visite à l'hôpital, études bibliques le mercredi soir, sermon le dimanche. Et toujours, un repas chaud qui l'attendait à la maison où Ruth l'accueillait avec un sourire fatigué et une fierté tranquille. Il était respecté, admiré, voire envié par certains. Mais très peu de gens connaissaient le poids qu'il portait derrière des portes closes. Bien qu'il parlait souvent de paix et de clarté spirituelle, Elias lui-même n'avait ressenti ni l'une ni l'autre depuis des années. Les attentes ne cessaient jamais, de la part de la communauté, de Ruth, de Dieu. Il vivait sous un microscope, chaque choix scruté, chaque mot enregistré. Et sous cette pression, quelque chose avait commencé à se fissurer. Cela avait commencé subtilement. Des nuits blanches, des heures supplémentaires à l'église, une tendance à s'attarder dans le sanctuaire après le départ de tout le monde. Ruth l'avait remarqué, bien sûr, mais elle avait mis cela sur le compte de la fatigue. Elle ne posait pas de questions. Elias lui en était reconnaissant. Puis vinrent les auditions pour le ministère de la musique. C'est là que Lucas Rivera est entré. Jeune, doué et plein de charme, Lucas avait une assurance naturelle et une voix émouvante qui ont immédiatement attiré l'attention d'Elias. Mais ce n'était pas seulement son talent. Il y avait autre chose, quelque chose qu'Elias ne comprenait pas, qu'il ne voulait pas nommer. Un sentiment qui le mettait mal à l'aise. Curieux, attiré, il se disait que c'était du mentorat, de l'accompagnement. Aider un jeune homme à trouver sa voie dans la foi.
Mais au fond de lui, Elias savait qu'il y avait plus. Leurs premières interactions étaient innocentes. De brèves conversations après les répétitions, des encouragements, des citations bibliques. Mais au fil des semaines, les moments se sont allongés. Ils sont devenus plus personnels. Et à chaque échange, Elias sentait une partie de son monde soigneusement construit commencer à vaciller. Pourtant, il s'accrochait à son image, l'homme pieux, le mari dévoué, le leader. Il pensait pouvoir contrôler la situation. Il ne se doutait pas à quel point il se trompait. Elias Monroe avait bâti sa vie sur des structures, sur des certitudes. Chaque sermon, chaque cercle de prière, chaque collecte de fonds était planifié, prévisible, sûr. Il avait passé des années à perfectionner cette image, le conseiller avisé, le pilier spirituel, le mari fidèle. Et pourtant, derrière cette personnalité soigneusement cultivée, quelque chose d'agité avait commencé à grandir. Ce qu'Elias voulait, ce qu'il craignait d'admettre même dans l'intimité de son esprit, c'était s'échapper. Pas de sa famille ou de sa congrégation directement, mais de la boîte dans laquelle il avait été placé et qu'il avait contribué à construire. Il était fatigué d'être vénéré, fatigué de faire preuve de vertu, fatigué du silence dans son âme. Il voulait ressentir à nouveau quelque chose de réel. Ce désir prit forme lentement, comme le brouillard qui envahit un lac à l'aube. Ce n'était pas du désir, pas au début, c'était l'attention, la conversation, des rires qui ne venaient pas d'une obligation. Lucas Rivera lui offrait cela sans le vouloir au début. Le jeune homme était énergique, désarmant et étrangement perspicace. Il remarquait quand Elias avait l'air fatigué. Il posait des questions que personne d'autre n'osait poser. « Vous vous sentez parfois seul dans votre rôle de dirigeant ?» lui avait demandé Lucas un jour, et Elias avait ri pour étouffer sa gêne, puis y avait repensé pendant des heures. Lucas avait emménagé dans la région 6 mois plus tôt pour s'occuper de sa grand-mère victime d'un AVC. Professeur de musique à temps partiel et chanteur bénévole, il avait été encouragé par un voisin à se rendre à New Bethel. Dès le premier dimanche où il s'était rendu à l'église, sa voix douce, expressive et sincère avait captivé l'attention de l'assemblée. Elias l'avait abordé après le service, le félicitant pour son talent et l'encourageant à rejoindre la chorale. C'est ainsi que tout a commencé, des répétitions, des discussions informelles dans la cour de l'église, des SMS sur le choix des chansons. Mais dès le début, il y avait quelque chose de tacite entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'osait reconnaître. Le lien s'est progressivement renforcé. Un soir, après une répétition particulièrement émouvante, Elias a demandé à Lucas de rester pour discuter. Ils se sont assis sur les bancs, le sanctuaire plongé dans la pénombre, à l'exception de quelques bougies vacillantes laissées après la prière du soir. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure, de la perte, de la vocation, du doute. Elias est surpris à révéler des choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute, pas même à Ruth. « Je ne sais pas qui je suis en dehors de cette robe », avoua Elias à voix basse. Lucas ne le jugea pas. Il écouta. Il comprit. Pour Elias, cette nuit marqua un tournant. Le lien qu'il ressentait était enivrant, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan spirituel. Il se sentait compris, pas en tant que pasteur, ni en tant que mari, mais en tant qu'homme, en tant qu'Elias. Il se convainquit que c'était une bénédiction, une seconde chance de comprendre, un lien que Dieu avait placé dans sa vie pour lui rappeler son humanité, sa vulnérabilité, l'amour dans sa forme la plus pure. Il se dit qu'il n'y avait rien de mal à parler, rien de péché dans l'amitié. Mais chaque fois que Lucas lui souriait de cette façon particulière, Elias sentait son self-control s'effriter. Bientôt, les frontières commencèrent à s'estomper. Ils ont commencé à se voir en dehors de l'église, dans des cafés à 2 villes de là, dans des coins tranquilles de librairie, lors de promenades nocturnes dans le parc près du lac. Elias n'en a jamais parlé à Ruth. Il n'en avait pas besoin. Il se disait que c'était inoffensif, juste des conversations, juste du mentorat. Mais la façon dont son cœur battait quand Lucas lui touchait l'épaule disait le contraire.
Il vivait pour ses rendez-vous, pour la façon dont Lucas le regardait, non pas comme un symbole, mais comme quelqu'un d'imparfait et de fascinant. Elias savait que cela ne pouvait pas durer. Il se disait que chaque fois serait la dernière, mais ce n'était jamais le cas. Plus cela continuait, plus il lui était impossible de partir. Lucas, quant à lui, semblait tout aussi partagé. Il y avait des moments où il se retirait émotionnellement, devenait distant, puis revenait quelques jours plus tard avec un sourire et une nouvelle suggestion de chanson de louange. Elias sentait une tempête se préparer chez le jeune homme, quelque chose qui bouillonnait juste sous la surface. Mais Elias ne posait pas de questions, il ne voulait pas briser l'illusion. Au lieu de cela, il priait, désespérément, sans relâche. Il suppliait Dieu de lui donner la force, de guider son cœur, de le délivrer de la tentation. Mais rien ne changeait. Et secrètement, Elias craignait la vérité. Il ne voulait pas être délivré. Il en voulait plus. C'est un mercredi soir que Lucas a montré les premiers signes d'un changement. Après la répétition, il a évité son regard, a murmuré un au revoir précipité et est parti avant qu'Elias n'ait pu dire un mot. Ce silence a plané dans le sanctuaire comme de la fumée. Elias se tenait au bord de la Seine, regardant la porte se fermer derrière lui, l'estomac noué par une émotion qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. De la peur, peut-être, ou de la culpabilité. Le lendemain, Elias lui envoya un SMS. Pas de réponse. Il réessaya. Toujours rien. Le vendredi, Lucas répondit par une seule phrase. « Il faut qu'on parle ». Ils se retrouvèrent dans un coin tranquille d'un café à 30 minutes de la ville. Lucas avait l'air différent, plus froid, plus sur ses gardes. Il était assis, les bras croisés, sans sa chaleur habituelle. « Je ne peux pas continuer comme ça », dit-il, les yeux fixés sur la table. Elias essaya de garder une voix calme. « Faire quoi ? Ça, me cacher, faire comme si je ne comptais pas une fois dimanche venu. » Elias serra les mâchoires. « Tu comptes, Lucas, plus que tu ne le penses. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être un secret ?» La voix de Lucas se brisa, laissant transparaître son émotion. « Je sais ce que je représente pour toi. Je ne suis pas stupide. Je vois comment tu te fermes dès que nous sommes près d'autres personnes, comme si tu avais peur d'être près de moi. J'ai peur de tout perdre, » dit Elias doucement. « Ma famille, mon église, toute ma vie. » Lucas détourna le regard, les mâchoires serrées. « Et moi, qu'est-ce que je perds, Elias ? Je n'ai pas de chair. Je n'ai pas de femme qui m'attend à la maison. Je n'ai que toi. Et je commence à penser que je me suis trompé sur ce que cela signifiait. Ce fut le début d'une fracture qui ne ferait que s'aggraver. » Lucas commença à se replier sur lui-même, manquant les répétitions, ignorant les SMS, refusant de le voir. Lorsqu'ils se parlaient, c'était de manière sèche et tendue. Elias sentait les murs se refermer sur lui. Il n'arrivait plus à se concentrer sur ses sermons. Sa vie spirituelle s'était asséchée. Ruth commença à poser des questions. Puis un dimanche matin, un diacre l'a approché avec une inquiétude feutrée. L'un des jeunes membres de la chorale a dit avoir vu Lucas et vous dans le parking de l'église. Tard, juste vous deux. Elias a balayé cela d'un rire, mais son cœur battait contre sa cage thoracique comme une sonnette d'alarme. Cet après-midi-là, il se rendit en voiture à l'appartement de Lucas. La confrontation fut houleuse. Lucas l'accusa de manipulation, de l'avoir mené en bateau sans avoir le courage d'être honnête. Elias nia, le supplia d'être patient, de le laisser régler les choses. Mais Lucas avait atteint son point de rupture. « Je ne suis plus ton petit secret honteux, dit-il. Soit tu me reconnais, soit je m'assure que le monde entier le fasse. » La menace n'était pas criée. Elle n'était pas dramatique. Elle était calme, directe, inévitable. Elias est parti ce jour-là, la tête qui tournait. Il savait que Lucas ne bluffait pas. Et pire encore, il ne lui en voulait pas. Ce qui avait commencé comme un secret était devenu un fardeau. Ce qui semblait être une échappatoire ressemblait désormais à un piège. Il a commencé à s'effondrer. Il a supprimé les messages, évité les appels téléphoniques, s'est plongé dans les affaires de l'église pour maintenir l'illusion. Mais ses sermons devinrent creux, son regard plus distant. Ruth lui demanda s'il était malade. Elias répondit que c'était le stress.
Il mentait, car tard dans la nuit, il fixait son téléphone, relisant les anciens messages de Lucas, se demandant comment quelque chose d'aussi significatif avait pu devenir une menace. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas. Il priait pour trouver une issue, une solution qui ne venait pas. Puis, un jour, une enveloppe est arrivée au bureau de l'église, sans expéditeur. À l'intérieur, une photo d'Elias et Lucas, assis beaucoup trop près l'un de l'autre au bord d'un lac, un reçu d'un motel à 1 heure de la ville et un post-it sur lequel était écrit un seul mot à l'encre rouge. « Décide ». C'est là que la vraie peur a commencé. Elias avait jonglé entre le désir et le devoir. Maintenant, il jonglait pour survivre. Dès qu'Elias a ouvert l'enveloppe, il a su que le chemin qu'il avait emprunté avait finalement atteint sa limite. Pendant des semaines, il avait réussi à tout contenir tant bien que mal, son mariage, son ministère, son secret. Mais ça, ce n'était plus une tempête privée. Les photos, les reçus, la note, c'était une déclaration. Lucas n'était plus simplement en colère. Il était prêt à mettre le feu à tout ce qu'Elias avait construit. Ce dimanche-là, Elias se tenait devant ses fidèles, prêchant le pardon tandis que la sueur coulait sur son front. Ses mots sortaient décousus, robotiques. Il n'arrivait pas à se concentrer. Tout ce qu'il entendait, c'était le murmure de la révélation au fond de son esprit. Après le service, alors qu'il serrait des mains à la porte de l'église, le diacre Frank Holloway lui lança un regard étrange. Pas soupçonneux, mais incertain. Quelque chose dans le visage d'Elias avait dû le trahir. « Tout va bien, pasteur ?» demanda Frank, en serrant l'épaule d'Elias un peu trop longtemps. Elias esquissa un sourire. « Bien sûr, juste une longue semaine. » Mais ce n'était pas seulement une semaine. C'était chaque jour qui s'écoulait. Ce soir-là, Lucas lui envoya un SMS. « Tu as jusqu'à vendredi. Après, tout sera rendu public. » Elias paniqua. Il ne dormit pas. Il appela Lucas. Pas de réponse. Il passa devant son appartement. Les lumières étaient éteintes. Silence. Le jeudi, le désespoir prit le dessus. Il retira 5 000 $ du fonds discrétionnaire de l'église et retrouva Lucas dans un parking près de l'ancienne gare. La nuit était humide. L'air était chargé de tension. Lucas s'appuya contre sa voiture, les bras croisés. « Je ne t'ai pas demandé d'argent, » dit-il d'un ton neutre. Elias lui tendit quand même l'enveloppe. « Prends-la. S'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps. » Lucas la prit, mais ne bougea pas. « Ce n'est pas une question d'argent, Elias. C'est une question de vérité. » La voix d'Elias se brisa. « Alors qu'est-ce que tu veux de moi ?» Lucas s'approcha. « Je veux que tu arrêtes de faire semblant. Je veux que tu admettes que ce que nous avons vécu avait un sens, que je n'étais pas juste une erreur. »« Tu n'en étais pas une, » murmura Elias. « Tu n'en es pas une. Alors pourquoi me traites-tu comme un problème à régler ?» Cette question resta en suspens. Elias ne pouvait y répondre. Lucas s'en alla ce soir-là, l'enveloppe à la main, mais la tension ne se dissipa pas. Elle s'intensifia. Elias avait désormais ouvert la porte au chantage. Et Lucas avait un moyen de pression. Les paiements commencèrent, d'abord hebdomadaires, puis sporadiques, augmentant à chaque fois. Elias les couvrait avec des dépenses fictives, des feuilles de budget modifiées et des retraits d'argent discrets. Mais les soupçons ne tardèrent pas à se répandre. Le trésorier de l'église remarqua des irrégularités. Frank Holloway posa des questions. Ruth, autrefois patiente, remettait désormais en question chaque réunion tardive et chaque transaction bancaire inexpliquée. Puis, lors d'une réunion du conseil d'administration, quelqu'un aborda directement le sujet. « Il manque de l'argent », a déclaré l'un des anciens, « et il n'y a aucune trace écrite. Pasteur, savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Elias a bafouillé. Il a invoqué une erreur administrative. Il a promis d'examiner la question. Mais l'ambiance avait changé. La confiance était brisée. Le soir même, Ruth l'a confronté. « J'ai quelque chose à te demander », a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Ces mots l'ont frappé comme un coup de massue. L'instinct d'Elias était de nier, mais lorsqu'il a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. Son silence a répondu à sa place. Ruth n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement éloignée, fermant la porte de leur chambre derrière elle avec une détermination silencieuse qui en disait long.
Le lendemain, Lucas s'est présenté à l'église. Pas en secret, pas en pleine nuit, en plein jour. Il entra directement dans le bureau d'Elias, souriant, comme s'ils étaient de vieux amis qui se retrouvaient. Elias paniqua et claqua la porte derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucas haussa les épaules. « Je passe juste te voir. Je pensais qu'on pourrait parler. »« Tu ne peux pas être ici. Les gens vont te voir. C'est peut-être le but. » Ce moment marqua le début de la véritable descente aux enfers d'Elias. Il devint instable, manqua des rendez-vous, buta sur ses sermons, évita le regard des fidèles. Les gens chuchotaient. La fréquentation baissa. Puis vint le point de rupture. Une lettre anonyme fut envoyée directement au domicile du diacre Holloway. À l'intérieur, des copies imprimées des SMS échangés entre Elias et Lucas, des captures d'écran de virements bancaires et une photo du reçu de la chambre de motel. Frank ne dormit pas de la nuit. Au matin, il avait contacté un détective privé. À la fin de la semaine, Lucas avait disparu. Personne ne l'avait vu à la répétition. Il ne répondait pas au téléphone. La porte de son appartement était fermée à clé et sa boîte aux lettres débordait. Au début, les gens pensèrent qu'il avait quitté la ville. Mais son frère, Marcus, savait mieux que quiconque. « Lucas ne serait jamais parti sans me prévenir », a-t-il déclaré à la police. Il y a quelque chose qui cloche. Une déclaration de disparition a été déposée. Elias a été interrogé, brièvement, officiellement et sans accusation. Il a affirmé ne pas avoir vu Lucas depuis des semaines. Il a prétendu qu'il s'était disputé, mais quelque chose dans son ton a éveillé les soupçons. L'enquête a été confiée à l'inspectrice Caroline Briggs, et elle n'aimait pas les incohérences, surtout chez des hommes qui semblaient avoir tout à perdre. Lorsque Lucas Rivera disparut, l'atmosphère dans la ville devint pesante. Des rumeurs commencèrent à circuler à voix basse, entre les bancs de l'église, dans les allées des supermarchés, dans les stations-service, et se répandirent rapidement. Au début, personne ne prononçait le nom d'Elias Monroe à voix haute. Mais tout le monde y pensait. Son absence de la chaire le dimanche suivant n'a fait qu'attiser les rumeurs. Le pasteur adjoint a prononcé un sermon générique sur la patience et la foi. Mais les fidèles n'étaient pas dupes. Ils regardaient vers le premier rang, où Ruth Monroe avait l'habitude de s'asseoir. Cette place était vide, elle aussi. Devant l'appartement de Lucas, son frère Marcus faisait les 100 pas. Une photo d'eux prise à Noël l'année précédente à la main. Il avait dit à la police tout ce qu'il savait. Les appels tardifs, les crises émotionnelles, le mystérieux homme plus âgé dont Lucas n'avait jamais révélé le nom. Il soupçonnait quelqu'un de l'église, mais Lucas avait refusé de confirmer. Marcus était convaincu qu'il protégeait quelqu'un. Et maintenant, il avait disparu. L'inspectrice Caroline Briggs resta longtemps assise dans sa voiture après avoir interrogé Elias pour la première fois. Son histoire était claire, trop claire. Il avait dit qu'ils avaient eu un désaccord sur la direction musicale, que Lucas avait pris les choses trop à cœur, qu'il ne l'avait pas revu depuis. Il parlait avec un calme forcé qui la mettait mal à l'aise. Briggs avait déjà vu cela auparavant. Les gens qui ont trop à perdre sont souvent ceux qui mentent le mieux. La disparition avait provoqué des fissures au sein de la communauté paroissiale. Certains membres refusaient de croire les rumeurs. D'autres exigeaient des réponses. La fréquentation avait chuté, les dons avaient diminué. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence à laquelle Ruth avait assisté seule. Elle était restée silencieuse pendant que les discussions allaient bon train. Irrégularités financières, rumeurs de scandale. Un pasteur adjoint était intervenu maladroitement, affirmant qu'il fallait attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions. Mais les conclusions étaient déjà tirées. Après la réunion, Ruth marcha seule jusqu'à sa voiture. Elle resta assise au volant pendant 20 minutes, agrippant le volant sans démarrer. Son monde s'écroulait en silence. De retour à la maison, Elias était comme une coquille vide. Il parlait à peine, il mangeait à peine. La nuit, il regardait par la fenêtre la rue déserte comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Lorsque Ruth finit par le confronter à nouveau, sa voix était ferme. « Lui as-tu fait du mal ?» Il ne bougea pas les yeux. Il resta bouche cousue. Elle n'avait pas besoin d'autre réponse.
Le lendemain matin, elle était partie. Pas de mots. Seuls ses vêtements avaient été retirés de son côté du placard et son alliance était restée sur la table de chevet. Elias resta assis sur le bord du lit pendant des heures, incapable de pleurer. Il ne ressentait que son absence. Pendant ce temps, Marcus se lança dans ses propres recherches. Il rendit visite aux amis de Lucas, retraça ses derniers déplacements, publia des messages en ligne, distribua des tracts. Son désespoir se transforma en détermination. La police faisait ce qu'elle pouvait, mais cela ne suffisait pas. L'inspectrice Briggs a examiné de plus près les relevés bancaires d'Elias. Elle a découvert des retraits inhabituels. Les fonds manquants de l'église. La différence entre les montants enregistrés et les montants dépensés. Elle a demandé les vidéos de surveillance des stations-service et des parkings près de l'église, puis elle a trouvé une image granuleuse, mais suffisamment claire. Elias et Lucas, ensemble, après la tombée de la nuit, en train de se disputer, une main sur l'épaule de l'autre, un mouvement de recul. Ce n'était pas une preuve, mais c'était déjà quelque chose. Elle retourna à New Bethel, non pas pour un interrogatoire officiel, mais pour observer. Elle se tint à l'arrière du sanctuaire pendant un service de prière en milieu de semaine. Elias ne prêchait pas. Il était assis au premier rang, seul, fixant l'autel comme s'il ne le reconnaissait pas. Les fidèles le remarquaient à peine. Certains se détournaient, d'autres faisaient semblant de ne pas le voir. Après la cérémonie, une femme s'approcha discrètement de l'inspectrice Briggs. C'était la femme d'un ancien. Elle lui tendit une clé USB et dit « Mon mari a tout gardé. Les réunions, les emails, tout. Nous ne savions pas quoi faire, mais je n'arrive plus à dormir. » Sur cette clé USB se trouvaient des documents reliant Elias à des malversations financières, des messages personnels avec un membre anonyme de la chorale et une série de notes dans un agenda concernant des réunions nocturnes inexpliquées. Les murs se refermaient sur lui. De retour dans le sanctuaire, Elias s'agenouilla devant l'autel longtemps après que tout le monde fut parti. Il pria, à voix haute cette fois, pour obtenir le pardon, pour obtenir la miséricorde, pour s'échapper. Le son de sa voix résonnait dans les vitraux, creux et brut. Mais la miséricorde ne vint pas. La pression monta jusqu'à ce qu'une nuit d'octobre, à la fin d'un violent orage, Elias passa en voiture devant le lac Cedarfield, un endroit où Lucas et lui avaient l'habitude de se promener lorsqu'ils voulaient parler sans craindre d'être vus. Cette nuit-là, il n'y avait personne. Le silence régnait. Seul le vent et les gouttes de pluie sur les arbres se faisaient entendre. Quelques heures plus tard, un pêcheur découvrit des traces de pneus fraîches dans la boue menant vers les bois. Et 5 jours plus tard, l'odeur près de l'eau conduisit les gardes forestiers à une tombe peu profonde, à peine recouverte, détrempée par la pluie et entourée de branches cassées. Le corps de Lucas Rivera fut retrouvé recroquevillé contre le tronc d'un arbre, le visage méconnaissable, mais son collier toujours intact. La ville changea du jour au lendemain. L'église ferma ses portes pour une durée indéterminée. Les camions des journaux envahirent la rue. Et à l'intérieur d'un commissariat, Elias Monroe était assis sous des néons vacillants, fixant ses mains couvertes de boue, et finit par murmurer les mots que le détective Briggs attendait. « Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'était arrivé. Et rien ne serait plus jamais pareil, si cette histoire vous a fait réfléchir. Laissez un « j'aime » et dites-nous dans les commentaires « Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui cachait sa véritable identité? Votre opinion compte et peut aider d'autres personnes à voir au-delà des apparences. Parlons-en, car certaines vérités ne se révèlent que lorsque nous les partageons. » L'inspectrice Caroline Briggs avait entendu beaucoup de confessions, certaines prononcées dans la panique, d'autres murmurées à travers les larmes, mais celle du pasteur Elias Monroe était différente. Il n'y avait aucune passion dans sa voix. Aucun remords ne transparaissait, juste une lente et épuisée capitulation. Ce n'était pas ce qu'il disait qui la poussait à se pencher vers lui, mais ce qu'il ne disait pas. « Je ne voulais pas que ça arrive. Pas. Je ne l'ai pas fait. » Ah, c'était un accident. Juste un murmure vague et délibéré qui lui disait qu'il n'y avait plus qu'un simple corps enfoui dans les bois.
L'équipe médico-légale examina méticuleusement les lieux près du lac Cedarfield. La tempête avait effacé la plupart des empreintes, mais ils trouvèrent des traces de pneus, un morceau déchiré du bulletin paroissial d'Elias accroché à une branche et un chargeur de téléphone écrasé à moitié enfoui dans la boue. Ils correspondaient à la marque et au modèle de l'appareil utilisé par Lucas, celui qui avait disparu depuis le jour de sa disparition. De retour au poste, Briggs demanda tous les fichiers numériques liés à Elias, les relevés téléphoniques, l'historique GPS, les emails de l'église. Et parmi cette pile, un élément de preuve surprenant émergea. Lucas avait créé un compte email de secours, un compte dont Elias ignorait l'existence. Il contenait des dizaines de brouillons de messages adressés à personne, jamais envoyés, mais soigneusement rédigés. Lucas y détaillait son combat intérieur, le secret, la culpabilité, l'espoir qu'Elias finirait par le choisir ouvertement. Mais au fil du temps, les brouillons sont devenus plus sombres. Il a commencé à douter des promesses d'Elias. Il a fait référence aux visites au motel, aux paiements et surtout à un dossier sur une clé USB intitulée « Assurance ». Cette clé USB n'avait pas été trouvée dans l'appartement de Lucas. Mais quelque chose fit tilt dans l'esprit de Briggs. Plus tôt, lors de sa première visite dans le bureau de l'église, elle avait remarqué un classeur verrouillé dans la pièce du fond. Elias avait prétendu qu'il servait à archiver les registres de baptême. À ce moment-là, elle n'avait pas insisté. Mais maintenant, elle était sûre d'elle. Après avoir obtenu un mandat, elle revint avec un serrurier. À l'intérieur du classeur, derrière de vieux dossiers et des registres couverts de poussière, se trouvait une petite boîte en métal. À l'intérieur de la boîte, une clé USB, marquée uniquement de la lettre L. Son contenu bouleversa toute l'affaire. Des enregistrements, 2 pour être exact. Le premier était uniquement audio. Lucas lisait une lettre qu'il avait écrite mais jamais envoyée. Dans cette lettre, il suppliait Elias de cesser de se cacher, d'admettre ce qu'ils étaient, d'arrêter d'utiliser l'Église comme bouclier. Il semblait fatigué, résigné. Le deuxième enregistrement, cependant, était différent. Il n'était pas adressé à Elias, mais à celui qui trouverait cette boîte. « Si quelque chose m'arrive, disait Lucas d'une voix tremblante, je veux que tu saches que je n'ai rien prévu. Je n'étais pas suicidaire. J'avais peur. Et je sais qu'Elias ne me fera pas de mal. Il ne le ferait pas. Mais au cas où, voici la vérité. » Il a ensuite tout raconté. Leur relation, leur premier baiser dans la salle de prière privée de l'église, les pots de vin, les menaces et le dernier rendez-vous prévu au lac Cedarfield. Il a donné des dates, des heures. Il a même mentionné l'enveloppe qu'il n'avait jamais prévu d'utiliser. Ce fichier a tout changé. Il ne s'agissait plus seulement de culpabilité. Il s'agissait désormais de préméditation. Le détective Briggs présenta les nouvelles preuves au bureau du procureur dans les heures qui suivirent. Le lendemain matin, Elias Monroe était officiellement inculpé de meurtre au premier degré. La nouvelle se répandit plus vite que les cloches de l'église ne pouvaient sonner. Les chaînes locales campaient devant le palais de justice. Les médias nationaux reprirent l'histoire dès midi. Les commentateurs débattirent de tout, de l'utilisation abusive des fonds de l'Église aux implications morales du pouvoir et des désirs refoulés dans les communautés conservatrices. À l'intérieur de New Bethel, l'ambiance était lourde. Le sanctuaire restait fermé. Le panneau de bienvenue à l'entrée, autrefois orné de citations bibliques joyeuses, était désormais vide, les lettres ayant été retirées comme pour effacer tout souvenir. La congrégation, autrefois farouchement loyale, s'était fracturée du jour au lendemain. Certains défendaient Elias, s'accrochant à l'image qu'ils avaient de lui, l'homme qui avait baptisé leurs enfants, marié leurs frères et sœurs, prié avec eux pendant leur cancer. D'autres ne pouvaient pas oublier la trahison, le secret, le mensonge qui se cachait derrière tous les sermons qu'il avait prononcés sur l'intégrité et la vérité. Chez elle, Ruth regardait les informations seule dans une chambre d'hôtel. Son téléphone vibrait sans cesse. Journaliste, amis, famille, elle ne répondait à aucun appel. Au lieu de cela, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger une lettre.
pas à Elias, à Lucas, un jeune homme qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré, mais dont le nom était désormais gravé dans l'histoire de sa vie. Elle le remercia d'avoir essayé d'être honnête, et elle s'excusa pour tout ce qu'il avait enduré. Alors que le procès approchait, Caroline Briggs rencontra Marcus Rivera une dernière fois. Elle lui remit une copie de la clé USB. « J'ai pensé que vous devriez entendre sa voix à nouveau », dit-elle. Marcus ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer, prit la clé USB et la serra comme si c'était un objet sacré. L'inspectrice Caroline Briggs n'était pas du genre à s'impliquer émotionnellement. Au cours de ses 15 années dans la police, elle avait travaillé sur des affaires de meurtre, de violences domestiques et de personnes disparues. Elle avait vu ce que les secrets pouvaient faire aux gens, comment la honte pouvait devenir une arme, comment le silence pouvait être plus mortel qu'une balle. Mais quelque chose dans cette affaire l'avait touchée au plus profond d'elle-même. C'était peut-être le contraste. Un homme qui avait passé sa vie à prêcher la vérité, la grâce et la rédemption se retrouvait aujourd'hui au centre d'un procès pour meurtre qui avait commencé par une liaison secrète et s'était terminé dans une tombe peu profonde. Il y avait quelque chose dans cette hypocrisie qui rendait cette affaire personnelle. Et Briggs n'avait pas dit son dernier mot. Même si les preuves recueillies jusqu'à présent étaient accablantes, elle savait comment fonctionnaient les avocats de la défense. Ils invoqueraient la manipulation émotionnelle, la responsabilité atténuée, voire le désespoir. Ce dont elle avait besoin, c'était de cohérence, d'une série de comportements montrant qu'Elias n'avait pas simplement craqué sous la pression, mais qu'il avait manipulé chaque étape menant à la mort de Lucas. Elle est revenue à la case départ. Entretien, email, communications internes de l'Église. C'est lors d'une deuxième visite à l'appartement temporaire de Ruth Monroe que quelque chose d'inattendu a fait surface. « J'ai trouvé ça en rangeant notre ancien bureau », dit Ruth en lui tendant un petit bloc-notes. Il notait ses idées de sermon ici. Mais ce que Briggs trouva à l'intérieur n'était pas des passages de la Bible. C'était une liste, une série d'initiales codées, de dates et de montants en dollars. Il ne lui fallut pas longtemps pour faire le lien entre certaines d'entre elles et des retraits connus effectués sur les fonds de l'Église. Mais quelques entrées étaient antérieures à Lucas. Des initiales différentes, des sommes plus modestes. Cela soulevait une possibilité troublante. Est-il possible que Lucas ne soit pas le premier ? Se demanda Briggs. Elle retrouva l'une des initiales les plus anciennes, JT, qui correspondait à un ancien membre de la chorale qui avait quitté l'Église brusquement en 2010. Il s'appelait Jeremy Tate. Une recherche rapide lui apprit qu'il vivait désormais à Atlanta. Elle l'appela. Il hésita à parler au début, mais finit par accepter de la rencontrer. Dans un restaurant tranquille près de l'autoroute I-85, Jérémy confirma. « Oui, il y avait quelque chose », dit-il en jetant un coup d'œil vers la fenêtre. « Ce n'était pas physique, pas vraiment. Mais il me faisait me sentir vu, spécial. Puis, quand les choses se sont compliquées, il m'a poussé vers la sortie. Il a dit que je me faisais des idées. 2 semaines plus tard, j'étais parti. » Jérémy n'en avait jamais parlé à personne, ni à sa famille, ni au conseil paroissial. Mais la douleur dans sa voix en disait long à Briggs. Elias Monroe avait un mode opératoire. Et Lucas Rivera était celui qui n'était pas parti sans faire de bruit. Avec ce nouveau témoignage, l'affaire prit de l'ampleur. Briggs transmit ses conclusions à l'équipe du ministère public. La procureure Karen Pierce, une figure implacable dans les tribunaux, restructura immédiatement l'affaire afin de refléter un récit plus large. Il ne s'agissait pas d'un seul crime, mais d'un schéma de manipulation et d'abus de pouvoir. La stratégie de Karen était claire. Montrer qu'Elias avait exploité son autorité pendant des années, que Lucas n'était pas le premier, mais simplement le seul à avoir eu le courage de demander des comptes. La réaction de la communauté a été rapide. Des personnes qui avaient autrefois placé Elias sur un piédestal ont commencé à partager des souvenirs troublants. Une mère s'est souvenue à quel point son fils se sentait mal à l'aise pendant les séances de conseil pour les jeunes. Un ancien diacre a admis avoir surpris une conversation tendue entre Elias et un bénévole masculin, mais l'avoir ignoré par respect ou par peur. C'était comme si les vannes s'étaient ouvertes. Pendant ce temps, Marcus Rivera ne restait pas inactif.
Poussé par le chagrin et la colère, il a commencé à s'exprimer dans des podcasts locaux, des panels communautaires et même dans des interviews avec des journalistes qui ont relayé l'histoire à l'échelle nationale. Il ne parlait pas avec rage. Il parlait avec clarté, avec douleur et avec détermination. « Mon frère était plus qu'un scandale », a déclaré Marcus lors d'une interview. C'était une personne, une âme, et il méritait mieux qu'un secret. Cette simple phrase a fait le buzz sur Internet. Des milliers de personnes ont commencé à partager l'histoire, certaines avec leurs propres témoignages d'abus ou de manipulation au sein de l'Église. Le discours a changé. Il ne s'agissait plus seulement du crime d'un homme, mais d'un système qui lui avait permis de se cacher à la vue de tous. Dans les semaines qui ont précédé le procès, Caroline Briggs était assise à son bureau tard dans la nuit. Le dossier ouvert, les photos et les transcriptions étalées comme les pièces d'un puzzle. Elle avait fait sa part. Elle avait construit le récit. Elle avait réuni les preuves. Mais quelque chose clochait encore. Elle relut le dernier enregistrement de Lucas. « Je sais qu'Elias ne me fera pas de mal. Il ne ferait pas ça, cette hésitation, cette lueur de doute, cette pause qui suggérait une confiance, aussi fragile soit-elle. » Cela la fit réfléchir. Y avait-il eu un moment, juste avant la fin, où Elias aurait pu faire un autre choix, où la trajectoire aurait pu être arrêtée? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose était désormais certaine, l'illusion de la perfection avait volé en éclats. La communauté ne priait plus aveuglément. Elle exigeait des réponses. Et justice. Le procès était fixé, et cette fois, Elias Monroe ne serait pas derrière la chaire. Il serait dans le box des accusés, face à une ville qui le voyait enfin tel qu'il était, non pas un prophète, mais un homme. Le premier jour du procès ressemblait à un enterrement estival dans le sud, chaud, calme et chargé du poids des vérités tacites. Lorsque les portes du tribunal du comté de Harnett s'ouvrirent, une file de spectateurs s'étirait déjà tout le long du pâté de maison. Certains étaient là par loyauté, d'autres étaient venus pour obtenir des réponses, et quelques-uns, même s'ils ne l'auraient jamais avoué, étaient venus uniquement pour assister à la chute. Elias Monroe entra par une porte latérale, escorté par des adjoints, vêtu d'un costume bleu marine qui lui semblait plus ample que d'habitude. Il semblait plus petit, diminué. Sa démarche, autrefois assurée, était devenue prudente. Ses yeux, autrefois si magnétiques depuis la chair, évitaient désormais tout contact. Il n'avait pas l'air d'un meurtrier. C'est ce que beaucoup murmuraient. Et cela rendait peut-être tout cela encore plus effrayant. La procureure Karen Pierce a commencé son exposé introductif avec un calme et une précision méticuleux. Cette affaire n'a rien à voir avec la foi. Elle n'a rien à voir avec le pardon. Elle concerne la responsabilité. L'accusé, Elias Monroe, a utilisé sa position d'autorité spirituelle pour manipuler, dissimuler et finalement réduire au silence un jeune homme qui menaçait de révéler la vérité. Elle a présenté les preuves de manière méthodique. Les messages, les paiements, la confrontation au lac Cedarfield. Mais la véritable force de son argumentation ne venait pas de ce qu'Elias avait fait, mais du masque qu'il avait porté pour le faire. Monsieur Monroe était considéré dans cette communauté comme un modèle de vertu, a-t-elle poursuivi, mais derrière des portes closes, il menait une vie de mensonges. Et lorsque ces mensonges ont risqué d'être révélés, il a préféré la violence à la vérité. La défense, menée par l'avocat William Cutler, présenta une version radicalement différente. Il dépeignit Elias comme un homme soumis à une pression insupportable, acculé par la peur, la trahison et la tâche impossible de concilier son trouble intérieur avec les attentes liées à sa fonction publique. « Il n'y a pas eu de préméditation », a déclaré M. Cutler. « Il n'y avait pas de plan pour tuer, il n'y a eu qu'un moment chargé d'émotions, obscurci par la confusion, et une terrible erreur irréversible. Monsieur Cutler a insisté sur les menaces de Lucas, son instabilité, le caractère imprévisible de leur dernière rencontre. Il a décrit Elias comme un homme poussé au-delà de ses limites, et non comme un tueur de sang-froid. La salle d'audience a écouté, en silence, intensément.
Au fur et à mesure que les témoins se présentaient à la barre, l'histoire se déroulait à nouveau, mais cette fois devant les personnes qui avaient autrefois considéré Elias comme leur berger. Ruth Monroe a témoigné avec un calme imperturbable, sans son alliance. Elle a parlé de nuits blanches, de questions sans réponse et du moment où elle a trouvé les reçus. Je lui ai demandé s'il aimait quelqu'un d'autre, a-t-elle déclaré d'une voix basse. Il n'a même pas pu dire non. Lorsqu'on lui a demandé si elle le croyait capable de commettre un meurtre, elle a marqué une pause, puis a répondu « Je ne voulais pas y croire, mais je savais ». Le témoignage de Marcus Rivera était différent, brut, tremblant, empreint d'une émotion qu'il avait du mal à contenir. Il a raconté les derniers mois de Lucas, son optimisme, son affection, son anxiété croissante. Il pensait qu'Elias le choisirait, a déclaré Marcus, les yeux fixés sur l'homme assis dans le box des accusés. Il y croyait vraiment, jusqu'à la fin. Puis vinrent les preuves numériques. La clé USB fut projetée dans la salle d'audience. La voix de Lucas résonna dans les haut-parleurs, remplissant la pièce d'un silence pesant. Sa vérité. « Si tu entends ceci, » commença l'enregistrement, « cela signifie que j'avais raison d'avoir peur. » Des larmes coulaient dans la salle d'audience. Quelques jurés détournèrent le regard. Elias gardait la tête baissée, immobile. Le dernier coup de la prosécution vint avec la détective Caroline Briggs à la barre. Elle exposa la chronologie des faits, les preuves, le comportement, le bloc-notes codé. Puis avec des mots choisis avec soin, elle livra sa conclusion. Ce n'était pas une perte de contrôle, c'était une décision. Une série de décisions prises par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il avait à perdre et qui était prêt à faire taire quelqu'un pour le protéger. La défense a contre-interrogé avec vigueur, essayant de trouver des failles dans le mobile, dans la chronologie, dans l'intention. Mais le jury n'a pas été convaincu. Dans sa plaidoirie finale, Karen Pierce s'est adressée directement à eux. Lucas Rivera n'était pas un secret, c'était un être humain. Un jeune homme qui croyait en l'amour, en la foi, en l'homme qui lui avait promis les deux. Et pour cette croyance, il a été enterré dans la terre comme s'il n'avait jamais existé. Le jury a délibéré pendant 8 heures. À son retour, la tension était si palpable que l'huissier a dû s'éclaircir la gorge à 2 reprises avant de demander le silence. Le verdict, coupable de meurtre au 1er degré. Elias Monroe cligna des yeux une fois, mais sinon, il ne bougea pas. La sentence du juge fut prononcée 1 semaine plus tard. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que la salle d'audience se vidait, Marcus resta immobile un instant, fixant l'endroit où Elias avait été assis. Ruth sortit rapidement, le visage impassible. Les journalistes se pressaient sur les marches à l'extérieur. Les flashs crépitaient. Les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes. Mais à l'intérieur du bâtiment, quelque chose de bien plus calme et profond s'était produit. Le masque était enfin tombé, et ce qui restait n'était pas un monstre, juste un homme qui croyait pouvoir mener une double vie sans conséquence, un homme qui avait sous-estimé le courage de quelqu'un qu'il pensait pouvoir contrôler. Ce jour-là, la justice ne ressemblait pas à une victoire, elle ressemblait plutôt au silence, comme une respiration après avoir retenu son souffle trop longtemps. Et pour la première fois, depuis près d'1 an, la ville a expiré. La ville de Lanesboro n'était pas le genre d'endroit qui faisait la une des journaux jusqu'à ce que cela arrive. Après l'annonce du verdict, les rues semblaient plus calmes, les gens plus hésitants. Il n'y a pas eu de défilé, pas de proclamation bruyante de justice rendue. Juste des murmures dans les parkings et des hochements de tête solennels entre voisins qui ne savaient pas comment assimiler ce qui venait de se passer. La New Bethel Baptist Church, autrefois le centre spirituel de la communauté, restait fermée. Ses fenêtres étaient fermées, le parking vide. L'enseigne emblématique à l'entrée, qui affichait autrefois des versets et des annonces communautaires, ne comportait plus qu'un seul mot. Foi. Mais pour beaucoup, ce mot était désormais chargé de sens, voire douloureux. Le conseil d'administration de l'Église démissionna en bloc 2 jours après le verdict. Personne ne voulait diriger une congrégation fondée sur un mensonge. Des rumeurs faisaient état d'une renaissance sous un nouveau nom, mais rien de concret.
Certains membres cherchèrent d'autres églises. D'autres se détournèrent complètement de la religion organisée. Une communauté autrefois indestructible s'était fracturée. Les forces de l'ordre local ont été inondées d'appels, non pas d'urgence, mais de gratitude. Les gens remerciaient l'inspectrice Caroline Briggs de ne pas avoir laissé l'affaire mourir dans l'indifférence. Elle n'a pas accordé d'interview. Elle ne voulait pas être sous les feux de la rampe. Mais dans son bureau tranquille, elle s'est accordé une longue respiration, un petit moment de calme, avant de clore définitivement le dossier. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la lettre. Elle est arrivée une semaine plus tard, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Merci d'avoir vu mon frère, alors que les autres ne voyaient que la honte. » MCR Briggs a conservé cette lettre dans son tiroir, à côté de son badge. Pendant ce temps, Marcus Rivera se trouvait au centre d'une tempête médiatique dont il ne voulait pas. Interview, podcast, veillée, sa voix était devenue celle de ceux que la peur, le secret et l'abus de pouvoir avaient réduit au silence. Mais la célébrité n'avait jamais été son but. C'était la justice. Il prit la parole lors d'un symposium universitaire sur le leadership éthique, partageant l'histoire de Lucas avec des professeurs et des étudiants qui avaient autrefois étudié des hommes comme Elias Monroe comme exemple d'excellence morale. C'était un leader, oui, a déclaré Marcus, mais le leadership sans intégrité n'est que manipulation. Ces paroles ont trouvé un écho. Les étudiants se sont levés et ont applaudi. Non pas parce qu'il était un orateur chevronné, mais parce qu'il était brut, honnête, d'une manière que personne à Lanesboro n'avait osé être depuis des années. Ruth Monroe quitta la ville peu après le verdict. Pas de conférence de presse, pas de déclaration officielle, juste un camion de déménagement et le silence. Une ancienne amie dit qu'elle séjournait chez une sœur à Asheville. Une autre dit qu'elle envisageait de suivre une thérapie. Ce qui fut confirmé, c'est qu'elle avait demandé le divorce discrètement, presque mécaniquement. Elle ne revint jamais à New Bethel. À la prison, Elias Monroe s'est rapidement adapté à la routine. Il passait la plupart de ses journées à la chapelle, non pas pour diriger les offices, mais pour y assister, silencieusement, à l'arrière, parfois sans dire un mot. L'aumônier a remarqué qu'Elias demandait souvent à être seul pendant le temps de réflexion. Il n'a jamais demandé de traitement spécial. Il n'a pas clamé son innocence. Mais il ne s'est jamais excusé publiquement non plus. Quelques mois plus tard, un journaliste a réussi à obtenir une brève interview. « Regrettez-vous ce qui s'est passé ?» lui a-t-on demandé. Elias a longuement regardé par la fenêtre grillagée avant de répondre. « Je regrette d'avoir laissé la peur me définir. » Il n'a jamais prononcé le nom de Lucas. La communauté a continué à vaciller. Les familles se sont demandé si elles devaient laisser leurs enfants dans les groupes de jeunes. Les membres du clergé de tout le comté ont prononcé des sermons sur la responsabilité, la transparence et le danger d'un pouvoir sans contrôle. Les églises ont organisé des forums, invité des professionnels de la santé mentale et instauré de nouveaux codes de conduite pour les responsables. Lanesboro a changé. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. La tombe de Lucas Rivera, une simple pierre gravée de son nom et des mots « aimer »,« croire »,« souvenir », est devenue un lieu de pèlerinage pour certains. Pas seulement pour les habitants de la région, des gens venus des comtés voisins, voire d'autres États, des victimes de situations similaires, des survivants, des sympathisants. Ils laissaient des messages, des médiators, parfois juste des prières silencieuses. L'effet d'entraînement s'est étendu bien au-delà de cette ville, au bord du lac. 1 an plus tard, une équipe de tournage a contacté Marcus. Il a refusé. Il ne voulait pas que l'histoire de Lucas soit transformée en divertissement. À la place, il a créé une fondation, The Lucas Initiative, qui aide les jeunes issus de communautés religieuses à trouver leur identité, à prendre soin de leur santé mentale et à se remettre d'abus. En moins d'1 an, la fondation a ouvert des antennes dans 3 États. L'une des scènes les plus émouvantes s'est déroulée loin des caméras. C'était un soir calme, à la tombée de la nuit. Un groupe d'anciens membres de New Bethel s'était réuni au lac Cedarfield, près de l'endroit où Lucas avait été retrouvé.
Il n'y avait ni programme, ni pasteur, ni micro, seulement des bougies flottant sur l'eau. Il ne parlait pas beaucoup, mais une femme, une ancienne qui avait autrefois organisé les ventes de gâteaux de l'église, a murmuré au groupe « Il a dit la vérité. Ce garçon a dit la vérité, et nous lui devons maintenant de l'écouter, même si nous ne l'avons pas fait à l'époque. » Elle alluma sa bougie et la poussa doucement vers l'eau. Les autres l'imitèrent, et pendant quelques minutes, le lac brilla, pas à cause du feu, à cause des souvenirs, à cause des conséquences, à cause du changement. Ce n'était pas une conclusion, pas vraiment, mais c'était le début de quelque chose de différent. Et peut-être que cela suffisait. Il y a des histoires qui restent gravées dans la mémoire d'une communauté, non pas à cause du crime lui-même, mais à cause de ce qu'elle révèle. L'affaire Elias Monroe n'était pas seulement celle de la chute d'un homme. Elle traitait du prix du silence, du pouvoir de l'image et du danger que peut représenter la confiance lorsqu'elle est utilisée comme une arme. Pendant des années, Elias a été le symbole de la clarté morale. Les gens ne croyaient pas seulement en ses sermons, ils construisaient leur vie autour d'eux. Mais la vérité n'était jamais dans ce qu'il prêchait, elle était dans ce qu'il cachait. Et lorsque cette vérité a fait surface, elle a contraint toute une ville à affronter la possibilité dérangeante que la droiture puisse être feinte et que la foi, sans responsabilité, puisse devenir un masque. Lucas Rivera n'était pas parfait. Il avait des doutes, il a commis des erreurs, et dans ces derniers jours, il s'est battu pour se protéger. Mais il était honnête, plus courageux que la plupart des gens. Il a défié un homme adoré par des centaines de personnes, non pas avec violence ou haine, mais avec la conviction tranquille que la vérité importait, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait. C'est là la véritable leçon à retenir. Cette vérité, aussi dérangeante ou douloureuse soit-elle, ne peut être enterrée pour toujours. Elle trouve son chemin à travers les murmures, les questions, les personnes qui refusent de détourner le regard. Ce qui s'est passé à Lansborough a montré comment les institutions peuvent échouer lorsque la loyauté prime sur la vérité, et avec quelle facilité l'autorité morale peut se transformer en contrôle. Mais cela a également révélé autre chose, quelque chose de plus difficile à percevoir dans l'immédiat, le pouvoir d'une seule voix. Lucas n'avait pas de chair, il n'avait ni titre ni influence. Tout ce qu'il avait, c'était son histoire. Et lorsqu'il l'a racontée, lorsqu'il a laissé ses messages, ses enregistrements, il a allumé une mèche dans l'obscurité. La flamme qui a suivi a brûlé bien plus que des mensonges. Elle a illuminé les zones d'ombre où d'autres s'étaient cachés pendant trop longtemps. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était un jugement. Pour l'Église, pour la ville, pour tous ceux qui admiraient quelqu'un simplement à cause de la robe qu'il portait ou des prières qu'il récitait. La foi, ce n'est pas ce que vous dites quand la salle est pleine, c'est qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Et au final, ce n'est pas un sermon ou un verset qui a changé le cours de cette histoire. C'est le refus d'un jeune homme d'être effacé. C'est l'héritage qui reste, et c'est ce dont nous nous souvenons. 1 an après le procès, Lansborough avait changé. L'église qui dominait autrefois Main Street avec son clocher imposant et ses offices bondés le dimanche était désormais vide, ses fenêtres condamnées, sa porte d'entrée cadenassée. Il ne restait plus que l'enveloppe physique de ce qui avait autrefois été un géant spirituel. Il était question de transformer l'espace en centre communautaire, mais personne n'avait encore pris de décision définitive. Les gens continuèrent de traverser la rue pour éviter de passer trop près, comme si le bâtiment lui-même portait le poids de son passé. Elias Monroe purge toujours sa peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison d'État. Selon le personnel pénitentiaire, il passe la plupart de son temps dans la chapelle de la prison, sans prêcher ni diriger, simplement assis. Il réfléchit. S'il prie, c'est en silence. S'il se repent, personne ne le sait. Il n'a accordé aucune autre interview. Ses enfants auraient changé de nom de famille et quitté l'État. Ruth Monroe a finalisé son divorce 6 mois après le verdict. Elle a vendu leur maison en silence et s'est installée à Asheville, où elle a commencé à travailler comme assistante de conseiller. Lors des rares moments où elle discute avec ses anciens amis,
Elle évoque cette période de sa vie comme « avant que tout ne change ». Elle fréquente désormais une petite église où personne ne lui pose de questions sur son passé. Marcus Rivera a transformé son chagrin en action. L'initiative Lucas s'est rapidement développée, offrant des bourses, un soutien psychologique et une aide juridique confidentielle aux jeunes en proie à un traumatisme spirituel et à une répression identitaire. Son visage est devenu familier dans les débats nationaux, mais il n'a jamais laissé l'attention se porter sur lui. Il ne s'agit pas de vengeance, a-t-il déclaré lors d'une interview. Il s'agit de faire en sorte que le prochain enfant ne soit pas rongé par la honte. Il se rend sur la tombe de Lucas chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, toujours seul, toujours en silence. Quant à la ville, la guérison a été lente. Les conversations qui se faisaient autrefois à voix basse derrière des portes closes ont désormais lieu dans les centres communautaires, les auditoriums des écoles et les sous-sols des églises, dans un effort pour aller de l'avant. De nouveaux pasteurs ont repris les petites églises et ont fait de la responsabilité une partie intégrante de chaque poste de direction. Les personnes qui considéraient autrefois les blessures émotionnelles comme une faiblesse ont commencé à en comprendre les conséquences. Et la confiance, si facilement accordée auparavant, est devenue quelque chose que les gens devaient mériter. Certains continuent de défendre Elias en silence, d'autres nient tout. Mais la plupart comprennent désormais que ce qui s'est passé n'était pas seulement l'histoire d'un pasteur qui a péché, mais la mise à nu d'un système qui a rendu cela possible. Le nom de Lucas n'est pas oublié. Il est gravé dans les murs de chaque manuel réécrit pour les groupes de jeunes, dans chaque politique mise à jour, dans l'esprit de chaque parent qui pose désormais de meilleures questions. Et même si aucune justice ne le ramènera jamais, l'écho de sa voix, la voix de quelqu'un qui a choisi la vérité plutôt que le silence, continue de façonner des vies longtemps après que la sienne a été prise. Car les histoires comme la sienne ne s'arrêtent pas à la tombe. Elles commencent là. Que se serait-il passé, selon vous, si Lucas n'avait pas parlé, s'il n'avait pas laissé ses enregistrements, ses dossiers, cet avertissement discret dans un tiroir fermé à clé? Elias Monroe serait-il toujours derrière sa chaire aujourd'hui, prêchant la justice avec le sourire, tout en cachant les aspects les plus sombres de sa personnalité derrière des vitraux et des écritures saintes? Cette affaire ne nous invite pas seulement à examiner le crime d'un homme, elle nous oblige à regarder autour de nous, à poser des questions difficiles. À qui faisons-nous confiance sans poser de questions? Quelle vérité ignorons-nous parce qu'elles nous mettent mal à l'aise? Combien d'histoires, comme celle de Lucas, attendent encore d'être entendues? Si cette histoire vous a bouleversé, vous a fait réfléchir, vous a mis en colère, vous a attristé ou même vous a fait culpabiliser, ne laissez pas les choses en rester là. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que justice a vraiment été rendue ou était-il déjà trop tard? Et surtout, faites entendre votre voix. Partagez vos réflexions, vos théories, car parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire, c'est de refuser de rester silencieux. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car chaque semaine, nous vous proposons des histoires vraies qui remettent en question ce que vous pensiez savoir et vous rappellent à quel point la vérité peut être fragile. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit en la justice, quelqu'un qui comprend que derrière chaque gros titre, il y a un être humain dont la voix mérite d'être entendue. Car la voix de Lucas n'a pas disparu avec son dernier souffle. Elle continue ici, avec nous, avec vous.